Je lance l'enregistrement. Bien, donc je passe la parole à Jérémy et Melchior pour la veille mensuelle. Merci encore à Cyberzen de nous permettre ce point sur l'actualité de la cyber et des vulnérabilités. À vous. Avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hervé, on a beaucoup de choses à montrer parce qu'on a un condensat de 2 mois de news. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et peut-être qu'on fera un raccourci sur certains points si on voit qu'on commence à tarder. Alors, comme d'habitude, on a un petit rappel donc des fins de support pour les versions Windows Workstation et Windows Server. Donc, a priori, pour les workstations, on est encore un petit peu tranquille, même si vous voyez qu'en Q4, on arrive sur la fin de beaucoup de versions. La plus notable étant la fin de support Windows 10 qui arrive en octobre 2025. Et pour Windows Server, donc là, on est tranquille encore pendant un petit moment. Côté faille, bulletin, et bulletin de Microsoft pour commencer comme d'habitude. On attaque avec déjà celui de juillet, donc le patch Tuesday, donc, qui corrige pas loin de 137 vulnérabilités. Donc on a une vulnérabilité de type 0D, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au précédent bulletin. CVE 2025 49719, donc un link d'information donc, qui s'effectue sur le réseau pour les Microsoft SQL Server. Donc, il a été indiqué par Microsoft qu'elle n'était pas réellement exploitée dans la nature, mais qu'elle avait quand même un impact notable, sachant qu'elle affecte les versions 2016, 2017, 2019 et 2022 du SQL Server. En patch critique ou intéressante, on a du coup noté 16 vulnérabilités qui impactaient tous les services de routage et d'accès distant de Windows Server, ce qu'on appelle les 2 RAS. On a 4 vulnérabilités, donc 4 CVE identifiés, donc, qui permettent d'exécution de code à distance sur Microsoft Office, sachant que ce qui les rend critiques, c'est qu'elles ne nécessitent aucune interaction utilisateur, donc ce qu'on appelle des zéro-clics. Mais bon, encore une fois, sur Microsoft, a priori, elles n'ont pas l'air d'être exploitées par un tiers. Pour le bulletin d'août, donc on a un peu moins de vulnérabilité, donc on en a 7. On a toujours une vulnérabilité de type 0D. Donc cette fois, on a une évasion de privilèges au niveau du Kerberos. Donc sachant qu'elle a été identifiée par un groupe de chercheurs, elle, a priori, nécessite une authentification préalable, donc une authentification en tant que simple utilisateur, et elle affecterait la dernière version de Windows Server, donc la version 2025. On a également 5 vulnérabilités donc dans Hyper-V et 5 dans Exchange. Et on a une CVE notable, donc la 2025 53778, qui est une évasion de privilèges donc au niveau de NTLM, donc le protocole d'authentification réseau, mais qui, a priori, du coup, n'est pas exploité selon Microsoft. Donc voilà pour les patch Tuesday. Alors, on va attaquer donc les autres failles qu'on a identifiées. Donc, la première étant une faille critique sur les navigateurs. Pourquoi les navigateurs? Parce qu'elle affecte Chrome, Edge et Safari. Donc, elle a été identifiée par un groupe de recherche de Google. Et donc, que fait la vulnérabilité? Donc, qui, en plus, pour le coup, elle, est exploitée activement. On vient ici chercher un défaut de validation au niveau des entrées dans différents composants du navigateur, donc les composants Angle et GPU. Pour le composant Angle, pour la petite information, c'est le composant qui permet de traduire des commandes WebGL, OpenGL vers les API natifs utilisés par le navigateur. Et puis le composant pour le GPU, c'est tout ce qui permet l'accélération du rendu graphique, pareil, dans les différents navigateurs. Donc vous avez les pages disponibles, donc vous avez au-dessus des versions affectées, donc forcément les pages disponibles, vous montez d'une version pour chacun des navigateurs.
Ensuite, on a une autre vulnérabilité donc, dans les navigateurs qui est assez sympathique, surtout que vous allez le voir, vous avez un site de démonstration que je vous envoie un petit peu après. Donc ici, on s'attaque au gestionnaire de mot de passe. Donc c'est une vulnérabilité qui a été présentée lors de la DEFCON 33. Le scénario ici, c'est de superposer un formulaire de connexion. Donc n'importe où, ça peut être au-dessus d'un bouton, ça peut être dans une bannière ou quoi que ce soit. L'intérêt ici, c'est de faire cliquer votre utilisateur, votre victime, du coup, sur le bouton qui va valider votre formulaire de connexion. Vous pourrez difficilement voir à l'œil nu. Et, euh, et lors du clic, justement, de demander au gestionnaire de mot de passe, du coup, de pré-remplir ce formulaire de connexion. Donc, par exemple, si vous êtes sur une page d'authentification Facebook, le but, c'est de demander à votre gestionnaire de mot de passe de remplir le formulaire avec votre identifiant et votre mot de passe enregistré, du coup, pour votre compte Facebook. Et ensuite, du coup, d'envoyer tous ces identifiants insérés dans le formulaire à un serveur malveillant, du coup, contrôlé par l'attaquant. Vous avez un clic du coup pour ce formulaire, mais ensuite tout le reste, lui, est complètement sans clic, parce que vous jouez avec la fonctionnalité autofill de votre gestionnaire de mot de passe. Donc encore faut-il le configurer sur votre navigateur. Et donc 11 extensions ont été testées, enfin beaucoup de, oui, 11 ont été testés et ont été identifiés comme étant vulnérables. Parce que bon, c'est un peu mal expliqué, mais il y en avait un petit peu plus qui ont été testés, je crois. Là, tout à droite, vous avez la liste du coup des password managers testés et à chaque fois, vous voyez combien de clics ça a nécessité. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez un site, donc marektoff.com, depuis lequel vous pouvez du coup tester ces fonctionnalités donc pour voir si votre gestionnaire de mot de passe euh, est bien sur une version patchée ou pas. Donc voilà. Et donc, pourquoi vous voyez aussi du deux-clics? Ça peut être dans le cas où vous avez un autofill manuel, donc c'est-à-dire que vous êtes sur une page et vous devez sélectionner l'identifiant que vous voulez tester sur le site, enfin au niveau du formulaire. Et donc, les bonnes pratiques donc, qu'on vous conseille, donc déjà, c'est de verrouiller automatiquement votre coffre en cas d'inactivité donc sur votre machine, de désactiver la fonction de remplissage automatique, sachant que vous gagnez toujours un temps fou à aller dans votre gestionnaire de mot de passe, à faire un copier-coller. Euh, vous avez un petit peu plus de clics, mais vous évitez ce genre de vulnérabilité. Et ensuite, éventuellement, si vous voulez garder l'autofill, de mettre en place un paramétrage strict pour vous assurer d'avoir l'autofill seulement pour des domaines spécifiques et, euh, et de ne pas se laisser avoir par des sous-domaines ou quoi que ce soit. Ensuite, on a une vulnérabilité donc 0D donc au niveau des équipements Apple. Donc on en parle sur le slide. C'est une type out of bounds write donc sur un composant d'Apple qui est assez connu dans l'environnement iOS. Le but ici, c'est d'écrire au-delà des limites réservées aux composants via un fichier image qui est forcément piégé au préalable, donc entraîner une corruption des données, voire une panne du composant et donc une panne au niveau de l'équipement d'Apple, ou dans le pire des cas, entraîner une exécution de code. Ce qui a été dit par Apple, c'est que cette attaque était extrêmement sophistiquée et donc il fallait forcément qu'elle soit tournée vers des individus qui ont été ciblés en amont. Vous avez les versions affectées tout, sur la slide, donc iOS, iPadOS, macOS et les différentes versions de macOS. Ensuite, on a une exécution de code à distance donc dans le module Radius de Firewall Management Center, donc un outil Cisco, donc Radius pour la partie authentification sur le réseau.
Ici, vous jouez sur la validation, la mauvaise validation donc d'identifiants reçus par Radius. Donc encore faut-il évidemment que l'authentification Radius soit activée. Et ce qui vous permet du coup d'avoir une exécution de code à distance qui ne requiert pas d'authentification. Parce que forcément, vous jouez sur les identifiants que vous envoyez, que le composant ne vous a pas encore authentifié. Et les versions en question de la 7.07 et la 7.7.0. Donc en attendant, il est toujours possible du coup de désactiver Radius et de voir pour passer sur une autre méthode d'authentification. Donc, par exemple, l'usage de comptes locaux, euh, l'usage d'un annuaire LDAP ou carrément la mise en place d'un single sign-on via SAML, par exemple. A priori, aucune exploitation connue dans la nature, donc à la date de la rédaction de la slide. Toujours côté application, on a un crash de 7-zip qui a été découvert. Donc la vulnérabilité est au niveau de la fonction de réparation lorsqu'il y avait une archive qui était corrompue. Donc c'est plus exactement la fonction ncompress nrar cdecodeur w. Plus exactement l'instruction que je vous ai indiquée là, donc my0memory. Bon, je vais pas vous dire toute l'instruction, mais à la fin on voit le rem qui est en fait une variable qui est manipulable et qui ne contient pas de check de vérification de limite de taille. Et du coup, en modifiant cette variable et en la mettant très très grande, il était possible de faire crasher l'application 7-zip. Donc là, on a un risque qui est assez élevé en termes de disponibilité pour le système d'analyse qui s'appuierait du coup sur les composants de 7-zip pour opérer. Il y a le patch disponible, donc la version 25 qui a été envoyée. Côté Aruba, donc HE Aruba qui est point d'accès vulnérable. Donc deux failles critiques qui ont été découvertes. La première, une injection de code via un accès authentifié. Et la deuxième, c'est plus ennuyeux, c'est des identifiants qui étaient codés en dur dans l'interface de gestion. Donc là, le point qui pose un peu plus de questions, c'est le fait que HPE avait certainement connaissance de la présence de ces identifiants qui étaient codés en dur depuis un certain temps. Ça signifie que si le chercheur en sécurité n'avait pas mis en évidence ce problème de sécurité, il est probable que ceci aurait été conservé. Plus ennuyeux. Le patch est déjà disponible, donc la version 3.2.0.1. Je vous recommande de mettre à jour. Côté Docker Desktop, on a une faille SSRF. Donc là, la faille permet à un conteneur malveillant d'accéder au système hot, donc quand même assez critique. C'est lié à l'API Docker Engine. Donc globalement, qu'est-ce que ça fait? Donc l'API Docker Engine est accessible depuis le conteneur sur l'adresse 192.68.65.7 sur le port 2375. Elle est accessible sans authentification et pourrait permettre de créer et de démarrer un nouveau conteneur qui pourrait permettre de monter du coup, le lecteur C d'un autre Windows à partir de simples requêtes POST. Donc la faille, elle serait moins exploitable sur macOS parce que macOS, eux, de leur côté, ils ont une couche de protection supplémentaire pour justement le montage du lecteur du système d'exploitation. Les versions affectées sont les versions 4.25 à 4.44.2. Et donc le patch disponible vont directement à la 4.44.3. 9 failles corrigées sur GLPI. Donc, GLPI monte à la version 10.0.19. Donc, je n'ai pas fait la liste de toutes les failles parce qu'on n'a pas eu de détails techniques sur ce dont le contenu. Mais voilà, c'était pour vous indiquer l'information. Et il n'y en a aucune, par contre, qui a été identifiée comme critique. Faille potentielle chez Plex Media Server. Pourquoi potentielle? Parce qu'on n'a pas encore d'informations techniques et que ce qui nous a donné la puce à l'oreille que c'est une faille potentiellement critique, c'est que la communication faite de leur côté était assez inhabituelle. Ils ont fait une communication par mail, ce qu'ils ne font jamais généralement. Donc voilà. Et donc le patch est disponible depuis le 11. 4 failles ont été corrigées sur VMware 60 et Workstation. Donc, c'était des vulnérabilités dans le Secure Firewall Management Center de Cisco. Donc, globalement, les failles, elles affectaient respectivement les adaptateurs VMX-Net 3, le module VMCI, le contrôleur PVCI et le processus WebSocket, vSocket, pardon. Donc, tout ça, c'est des équipements spécifiques pour VMware. Il y a eu un mix dans la semaine. Le titre, c'est celle que j'ai pas noté. Ah, On se fera la correction. excusez-moi.
Euh, Globalement, je me suis envoyé. Donc, permet, avec l'aide des droits destinataires, d'exécuter du code malveillant sur l'autre physique. Et donc, ce sont des vulnérabilités qui sont liées à la sécurité mémoire. Donc, je vous ai mis les patchs disponibles en photo. Euh, Côté Citrix Netscaler, donc il y a eu un patch qui corrigeait trois vulnérabilités, donc notamment une 0D de type RCE qui était liée à une dépassement de mémoire. Donc, c'était une alerte de Citrix comme quoi la faille serait exploitée par les attaquants. La vulnérabilité, c'est plus une vulnérabilité liée à une configuration spécifique qui serait utilisée pour l'escaleur. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, alors la vulnérabilité est exploitable. Donc, la vulnérabilité, pour que la vulnérabilité soit exploitable, il faut que vous ayez configuré le Nextcaler en tant que gateway ou serveur virtuel AAA. Il faut que vous utilisiez de votre côté aussi des serveurs virtuels de load balancing liés à des services IPv6. Et vous utilisez un escaleur, il faut que vous utilisiez un serveur virtuel CA de type HDX. Et dans ce cas-là, vous êtes vulnérable. Les équipements concernés sont, bah, voilà, comme je vous ai mis en photo, donc il y a Netscaler ADC et les gateways. Et en plus, je vous ai rajouté, comme je l'ai dit, trois vulnérabilités qui sont corrigées, les deux autres. Donc, un DOS par dépassement de mémoire et un problème de contrôle d'accès sur interface de gestion. Vulnérabilité sur SAP, donc c'est là, on a peut-être entendu parler parce qu'elle a fait pas mal de bruit récemment. Donc, c'est une ingestion de code ABAP dans un module exposé via RLC. Donc, ABAP, c'est le langage de programmation spécifique à SAP. Donc, elle était réalisable à partir d'un compte directement utilisateur sans avoir besoin de privilèges. Et elle permettait de prendre le contrôle du système. Donc, il y a eu Security Bridge qui a fait une vidéo de présentation pour exploiter la vulnérabilité. N'hésitez pas à aller regarder, elle est bien faite. Le Security Bridge a justement alerté sur l'exploitation très active de cette faille qui a été très connue des hackers. Et les différents patchs ont déjà été envoyés. Donc, ça, on peut que vous recommander d'être. Donc enfin, on avait parlé du coup lors d'une précédente revue d'actualité de la vulnérabilité de notre successeur, donc qui touchait aussi Windows Server 2025. Donc, cette fois, c'est autour de Golden DMSA. Donc, vous avez sûrement entendu parler aussi de la vulnérabilité. Donc, on est toujours donc, dans le scope de la nouvelle version de Windows Server. Et donc ici, l'enjeu, c'est de cibler du coup la clé racine KDS. Donc la clé racine KDS, c'est ce qui va vous permettre de gérer, de récupérer tous les mots de passe associés au DMSA et au GMSA. Donc les DMSA et GMSA, donc on avait un petit peu parlé justement au moment de Bad Successor. Mais donc l'intérêt, c'est d'avoir une meilleure gestion des comptes de service sur les environnements Active Directory et d'éviter, enfin, d'arrêter d'utiliser des mots de passe pour ces comptes de service et de privilégier une authentification donc, qui est directement associée à, à des machines autorisées du coup à l'usage de ces comptes. Et donc ici, donc, on est dans le scope d'un domaine AD, d'un domaine Active Directory, voire d'une forêt entière, sachant que bah, du coup, forcément, il est nécessaire d'avoir un accès préalable à cette clé KDS racine, donc ce qui diminue un peu son niveau d'exploitation. Donc les privilèges en question, donc soit root domain admin, soit entre admin ou système. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la partie système. Mais il faut voir cette vulnérabilité euh, plus comme un moyen de persistance plutôt que un moyen d'élever ses privilèges initialement. Et donc, comment ça se passe? Donc, vous obtenez la clé KDS racine, vous énumérez tous les comptes des MSA donc sur le domaine, vous calculez un paramètre spécifique dont le manage password ID. Donc, c'est tout simplement un paramètre qui est utilisé pour le calcul pour le calcul du coup du mot de passe des MSA ou des GMSA. Et donc ensuite, bah, forcément, si vous avez ce paramètre, c'est-à-dire que vous, derrière, vous avez la possibilité de refaire l'opération cryptographique, de obtenir le mot de passe et du coup d'obtenir un ticket Kerberos donc valide pour ce compte. Donc sachant que là, vous n'avez pas changé de mot de passe, vous utilisez toujours le même mot de passe et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant comme moyen de persistance
parce que, mis à part les logs, ce qu'on en parle après, donc le fait qu'il vous est conseillé de mettre en place un audit SACL sur MSKDS Rootkey Data, donc justement pour voir ce qui est fait justement au niveau de cette gestion des mots de passe DMSA et GMSA. Mis à part cet audit-là, vous n'avez aucune réelle trace donc d'une exploitation de Golden DMSA. Donc ça, et au niveau, je trouve aussi au niveau de la structure des MSA. Pourquoi? Parce que pour la génération du mot de passe, vous avez du coup que 1024 combinaisons possibles, ce qui veut dire que le brute force est assez réaliste dans ce type de scénario. Et en plus, vous avez la possibilité, quand vous exploitez la vulnérabilité, de contourner toutes les sécurités mises en place par Credential Guard, donc ce qui forcément vous facilite la vie. On a ensuite une vulnérabilité zéro clic au niveau de WhatsApp, donc au niveau de l'application iOS et macOS. Donc ici, vous allez chercher à exploiter une mauvaise gestion des autorisations au moment euh, lorsque vous recevez une demande de synchronisation d'un appareil. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune authentification requise parce que là, vous exploitez justement le fait qu'il y ait une mauvaise gestion des autorisations. Et ensuite, bah, du coup, grâce à ça, vous avez la possibilité d'appeler une URL spécifique et d'entraîner une exécution de code arbitraire, ce qui est assez critique, mais l'exploitation est quand même un peu compliquée parce qu'il faut la chaîner à l'exploitation de la CVE 2025 qui est en 3300. Donc c'est la vulnérabilité dont on a parlé un petit peu plus tôt sur le composant IO Image donc d'iOS. Et donc pour les versions affectées, donc vous avez les numéros de version et a priori WhatsApp a commencé à notifier ses utilisateurs. Après, je ne sais pas vous, mais j'ai pas encore été notifié. Donc voilà pour les grosses failles qui nous ont intéressés. Maintenant, on va un peu parler, on va plus se concentrer sur les événements qui ont eu lieu. Donc le premier étant les grosses failles sur SharePoint, qui a eu des gros retours, des gros résultats, euh, des résultats négatifs. Et donc, la faille en question, donc la CVE 2025 53070 et la CVE 2025 53771. Donc, ça part de quoi? Ça part d'une lection de code à distance donc qui ne requiert pas d'identification et qui est possible grâce à une désérialisation non sécurisée d'un des composants de l'outil. Et chaîné à ça, donc la deuxième CVE, donc un path traversal donc qui permet une usurpation de compte plus un contournement de sécurité. Et donc, vous avez les versions affectées, 2016, 2019 et la Subscription Edition, la version on-premise. Vous avez des pages disponibles. Bref, ça, c'est côté faille. Donc, pourquoi nous, on l'a mis en piratage? Parce que, a priori, plus de 400 victimes ont été identifiées, donc sujets à ces deux failles, dont la NNSA, qui est une agence américaine donc, dans le domaine du nucléaire, pour vous dire que c'est une victime assez critique. Et donc au niveau des attaquants, on serait trois groupes chinois seraient derrière tout ça. Donc vous avez l'APT-27, APT-31 et Storm 2603. Et donc au niveau du scénario de compromission, forcément l'exploitation des failles de SharePoint, le chiffrement des données donc sur les systèmes ciblés, et ensuite la demande de rançon. Donc, on fait face à un cas typique de ransomware. 2 milliards de puces vulnérables, donc plus exactement les puces de l'eSIM, donc la carte SIM virtuelle. Donc c'est une vulnérabilité qui a été mise en lumière par une équipe de chercheurs polonais. Donc elle se situe dans l'application JavaCard d'Oracle. Globalement, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc en fait, en installant l'application JavaCard, ensuite il serait possible de cloner un profil de eSIM en exploitant la vulnérabilité.
de rediriger, à partir du clonage, de rediriger automatiquement ensuite les appels et les SMS que la personne recevrait. Du coup, le MFA sera un peu inutile. Et de faire de l'installation de backdoor dans les SIM ou de la désactiver tout simplement. Donc, le prérequis, évidemment, comme j'ai dit, serait disposer d'un accès physique pour installer l'application et pouvoir extraire les profils SIM, enfin, pouvoir ensuite extraire ensuite les profils SIM et des clés d'authentification, par exemple au PC. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que Oracle est déjà au courant depuis 2019 exactement de cette faille. Leur réponse à l'époque, ça avait été que ce sont juste des préoccupations de sécurité qui n'affectent pas leurs produits en production. Alors, on se rend compte que maintenant, actuellement, on se rend compte que non. Le patch actuellement a été distribué à des millions de puces, sachant que, comme je l'ai dit, il y a de milliards de puces. On est loin d'être entièrement sécurisé par rapport à ça. Contournement de Windows Defender. Donc Windows Defender a été contourné de façon plus ou moins ingénieuse en fonction de comment est-ce que vous l'estimez. Ce qui a été fait, ça a été l'installation d'un pilote légitime, donc un pilote ce qui est tout à fait normal d'être installé, signé, sauf que ce pilote était vulnérable parce que pas eu de patch depuis longtemps, parce qu'il y a certaines obsolescences, et vulnérable notamment en bas niveau. Et donc, leur objectif, c'était d'obtenir des droits élevés avec un logiciel vulnérable, ce qu'ils ont réussi. Et à ce moment-là, ensuite, ils ont directement pu utiliser la vulnérabilité pour désactiver Windows Defender. Et puis, ils ont installé plutôt un malware de haut niveau, comme Akira, par exemple. Côté WordPress, et notamment le plugin Gravity Forms, qui est souvent utilisé, parce que c'est une extension qui est assez importante de l'écosystème WordPress. On estime qu'il est utilisé environ 1 million sur 1 million de sites web, notamment pour créer des formulaires de contact ou de paiement. Donc là, on a une présence d'un fichier malveillant dans le dernier patch, donc le command.php du plugin, qui permettait de faire de la récupération des informations d'URL, la version de WordPress, PHP, thème, plugin installé. Et toutes ces versions, il l'envoyait vers le serveur de l'attaquant. Et ensuite, il récupérait la charge utile, et ça me permettait de faire une RCE sans authentification requise, blocage des futures mises à jour et ajout d'un compte admin WordPress gâché. Donc, les versions vulnérables sont donc en téléchargement direct. Si vous avez de la version 2.9, enfin oui, 2.9.11.1 et 2.9.12, vous êtes vulnérable. Et sinon, via Composer, les versions vulnérables étaient entre le 10 et le 11 juillet. Donc le page disponible est directement passé à 2.9.13. Certains ajoutent peut-être aux échelles ici. Sur chess.com, ils viennent de confirmer une violation d'accès de leur côté. Donc la déclaration officielle s'est faite 3 mois après. Donc il faut savoir que la violation d'accès a eu lieu en juin. C'est plus de 4 000 utilisateurs qui sont concernés par ça, sur 150 000 pour information. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accès non autorisé via une application de transfert de fichiers de tierce. Selon lui, actuellement, il n'y a pas eu de mot de passe fuité, donc juste à faire attention à ça. Donc, en sujet de supply chain, donc on va parler de Docker Hub, qui, selon des chercheurs, inclurait encore énormément d'images Linux infectées par la backdoor XZ Utils. Donc, on en a parlé déjà en avril 2024. Ça commence à dater, mais toujours aussi critique et du coup toujours aussi présente. Donc, on ne va pas forcément refaire un lien, enfin, refaire une présentation de la vulnérabilité en question. Ce qui est important de noter, par contre, c'est que 35 images Docker, donc, toutes basées sur Debian, bon, pour la plupart, ont été signalées, contenant toujours cette backdoor, parce que c'est l'intérêt de la vulnérabilité, c'est d'avoir un accès à distance à la machine via SSH. Mais pas que, parce que on trouve aussi la backdoor en question dans des images qui sont utilisées pour construire d'autres images. Donc, ça veut dire que vous pouvez très rapidement propager la backdoor. Donc Debian a décidé de ne pas retirer les images. Donc, Debian a connaissance des machines Docker présentes affectées, mais a décidé de ne pas les retirer. Pourquoi? Parce que selon Debian, elles sont jugées comme étant des artefacts historiques. Et au vu de leur faible risque d'exploitation, ils ont jugé que c'était intéressant de les garder pour des labs, pour des tests.
même si je le vois un peu différemment, et je pense que vous le voyez aussi un peu différemment. C'est un peu bizarre, mais c'est eux qui ont les choses en main. Et en termes de recommandations, donc forcément, bah, je vous encourage à pas utiliser ces images-là et de manière générale, à pas utiliser des images Docker obsolètes. Donc de s'assurer que tous les composants de vos images Docker soient à jour. Ou en métier, c'est pas le cas, de les isoler un maximum et de bien filtrer aussi la partie réseau. Et de préférer donc, des versions de executives en 5.6.2 ou supérieur, que, par exemple de la backdoor executive en question. Campagne de déploiement de l'infostealer FlixStealer, exactement. Donc, réalisée par le groupe russe Encrypt Hub. Donc, c'est un mix entre l'ingénierie sociale et l'exploitation technique. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est d'abord, ils se renseignent sur la victime, voir l'entreprise dans laquelle ils travaillent, pour ensuite se faire passer pour le support de l'entreprise. Le but, c'est de prendre la main sur le poste de la victime, pour ensuite installer des fichiers MSC via PowerShell et les installer. Ensuite, établir une connexion vers leur serveur C2 et récupérer les informations de la victime. En termes de recommandation, on peut vous recommander de bloquer l'IP 185.33.86.220, qui est l'IP qui a été détecté pour donner, enfin, envoyer la charge utile. Le C2. Le C2. Côté Android, on a un malware russe, enfin le faux antivirus russe directement, qui est à destination pardon, des dirigeants russes. Donc, son nom est identifié comme Android Backdoor 916 Origin. Bon, ça, on ne se serait jamais douté que c'était un virus. Contient deux leurres, donc garde CB et Security FSB. Donc, garde CB, ça usurpe l'identité de la Banque centrale de la Fédération de Russie. Et Security FSB, ça imite une application de l'Agence fédérale de sécurité russe. Et il permettait de faire, mine de rien, quand même des analyses antivirus avec 30% de chances de faux positifs. C'est vrai. Et notamment, il demandait l'autorisation d'accès à la géolocalisation, au SMS, aux fichiers multimédia, à la caméra, au microphone. Bref, un infostealer comme on les connaît. Côté fuite de données, donc on a un cas sur côté McDonald's. Leur plateforme Macaire.com, qui est tout simplement une donc, plateforme hébergée par un de leurs prestataires qu'ils utilisent comme moyen de recrutement. Et donc, en fait, ce que vous avez, c'est une sorte de chatbot, de ce que j'ai compris, donc un chatbot où un futur employé potentiel va aller dessus, il va chatter avec le chatbot en question. Et donc, les accès à ce système de recrutement, donc, pour le compte administrateur, on avait un mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, incroyable. Et pour le côté identifiant, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, super. Donc, faible des deux côtés. Et donc, ça veut dire que 30 minutes plus une broken access control, parce que c'est le cas, hein, des faibles d'identifiants, voire des identifiants de prod ou d'environnement de dev qui n'ont pas été retirés. On se rapproche d'une broken access control ou insecure design, il faut voir. Et donc, grâce à ça, vous avez une compromission totale de la plateforme. Donc, ça peut paraître banal donc, vu comme ça, mais derrière, en fait, la plateforme stocke tous les enregistrements du coup des potentiels, enfin, des candidats et des potentiels futurs employés de McDonald's. Donc, on parle quand même de 64 millions d'enregistrements. Donc, nom, adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone, et puis l'historique complet donc, de toutes les conversations entre les candidats et le recruteur, même si on parle d'un chatbot. Donc, c'est assez critique. Et donc, le prestataire en question, donc, qui est Paradoxal, euh, donc, s'est engagé à mettre en place un programme de bug bounty sur la plateforme pour s'assurer que ce type de vulnérabilité n'existe plus sur la plateforme. Ensuite, en autre fuite de données, donc, on a eu Free, on a eu SFR, on a eu Bouygues Telecom, et maintenant on a Orange Belgium. Donc, intrusion détectée fin juillet 2025.
Donc au final, c'est plus qu'une intrusion puisqu'il y a une fuite de données derrière, 850 000 comptes clients compromis, nom, prénom des clients, numéro de téléphone, numéro des cartes SIM, numéro des cartes PUG pour le déblocage des SIM. Dans le cas où certaines cartes SIM n'étaient pas présentes n'étaient pas associées au compte fuité. Les plans tarifaires associés, aucun mot de passe a priori, ni information financière, mais bon, il y a déjà de quoi se croquer, il y a déjà de quoi se rassasier. Euh, A priori, tous les clients à date devraient avoir reçu une notification soit par SMS, soit par mail, donc pour obtenir l'information justement qu'une fuite de données a eu lieu suite à une intrusion et pour recevoir quelques conseils pour éviter d'éventuelles tentatives de phishing. Sachant que là, on parle du cas d'Orange en Belgique, mais il faut quand même noter qu'il y a eu d'autres cas liés à Orange. Donc, Orange France, on parle du groupe qui a été victime fin juillet aussi d'un piratage. Mais eux, par contre, ont bien, nous ont assuré aucune exfiltration de données avait été détectée. Côté France Travail, on a une fuite de données aussi. Donc, elle concernerait plus de 300 000 personnes. Le communiqué a été annoncé officiellement le 22 juillet sur l'incident de sécurité, du coup, sur le portail d'emploi, par contre, spécialement pour les partenaires. Donc, ce serait l'organisme de formation Kairos qui serait responsable, avec une compromission d'un compte utilisateur par un infosteur, simplement. Les données du contenu de la base liquée pourraient contenir les noms, prénoms, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, identifiant France Travail et le statut, donc inscrit ou avis. Côté Colt Télécom chez les projecteurs, donc Colt Télécom, c'est une entreprise de télécommunications en Angleterre. Donc, ils ont une grosse panne le 12 août, donc qui était initialement identifié comme un simple problème technique qui aurait dû être résolu dans l'heure. Simple que ça, simplement le service support affecté et pas l'infrastructure client. Bon, finalement, le problème est resté plus longtemps, car en fait, c'était une attaque qui a été revendiquée par Warlock, avec d'ailleurs une vente en ligne des informations. Donc, l'échantillon des données comprenait des données financières, celles des employés, des clients, des dirigeants, des courriels internes, enfin, des courriers internes, et notamment le développement de logiciels. Donc, la faille qui aurait été exploitée serait potentiellement la CVE 2025 53170 sur SharePoint, donc Jérémy vous a présenté précédemment. Et alors, au moment où au moment où on parle encore, ils sont toujours en cours d'investigation sur la taille et notamment de rétablissement de leur service. Toujours côté PAL, chez Aeroflot maintenant, donc Aeroflot est une entreprise d'aviation russe. Donc, il y a eu une attaque massive de leur côté qui a été revendiquée par des groupes d'activistes ukrainiens et biélorusses, avec une compromission d'un ensemble d'équipements de plus de 122 hyperviseurs, 43 installations de virtualisation, enfin bref, énormément d'équipements. Sachant que la phase finale était du coup la destruction de plus de 7000 serveurs physiques ou virtuels et postes de travail avec plus de 22 000 téras de données perdues au final. Par contre, ils n'ont pas confirmé d'intrusion, mais il y a eu 60 vols annulés avec beaucoup de retard. Pas d'intrusion, mais beaucoup de pertes de données, selon eux. Les données, bien sûr, étaient exfiltrées avant la destruction. Donc, les données comprenaient l'historique des vols, l'information sur les postes de travail des employés, des enregistrements d'appels téléphoniques et notamment le fonctionnement du système de surveillance du personnel. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu un communiqué ensuite, enfin, les hackers ont communiqué un petit message disant que le système de sécurité présent était négligent et obsolète et que le PDG de la compagnie, donc Sergei Alexandrovski, avait son mot de passe qui n'avait pas été changé depuis 2022. Pour la dernière panne, on va parler du coup de celle qui a impacté le Crédit Mutuel, le CIC et Monabank, donc qui a eu lieu le 30 août 2025, donc c'est assez récent, donc ça durera à peu près 2 heures, 2h10 pour être précis. La panne qui serait liée à un dysfonctionnement interne donc des serveurs d'autorisation transactionnelle, c'est un bug
au niveau des services internes a été identifiée comme étant récurrente, même si c'était la première fois qu'on parle d'une panne avec une telle ampleur pour un groupe au total de 14 millions de clients. Et donc, ce qui avait été impossible de faire pendant ces 2h10, c'est des paiements et des retraits. Et on parle donc de milliers de clients concernés, donc ce qui est assez critique, même s'ils ont été assez efficaces en termes de réponse et d'ouverture de gestion de crise. Un nouvel outil pour aider les équipes à se former aux performances de Linux. Donc, ça s'appelle SAN Server. Donc, c'est la mise à disposition d'un ensemble de serveurs Linux avec différents types de scénarios. Donc, vous avez déjà le scénario de gestion de service, d'analyse de log, diagnostic de problèmes de connectivité, de permission des statistes, et même des problèmes de performance. Un outil très pratique à utiliser pour former ces équipes. Pas d'installation à faire en plus, donc directement une connexion SSH vers le serveur, très pratique à utiliser. Donc, si vous avez les admins 6, n'hésitez pas. En outil, donc on va parler de SSD, donc capable de s'autodétruire. Donc, c'est la promesse de Team Group, donc les producteurs du P250Q. Donc sachant que il y a déjà des SSD que vous avez dû voir circuler, donc qui essayent de faire la même chose, même si bizarrement, pour certains, ils disparaissent de la vente. Donc, bizarrement. Donc ici, on parle donc d'un circuit donc, qui a été breveté, donc d'un circuit qui est indépendant. Ça, c'est important de le rappeler, donc indépendant de celui permettant au SSD de remplir sa fonction de base, donc sa fonction de stockage. Donc vous avez les deux brevets, donc celui côté Taïwan et celui côté US. Donc vous avez deux types de modes d'effacement. Donc, vous en avez un logiciel. Donc, pour le logiciel, en fait, vous avez un bouton. Donc, vous avez l'image tout en bas à droite, un bouton sur lequel vous devez effectuer un appui de 5 à 10 secondes, sachant que si vous éteignez, enfin vous débranchez physiquement le circuit et que vous le rebranchez, il va reprendre automatiquement son process de suppression. Et ensuite, l'effacement matériel, un appui un petit peu plus long. Donc, cette fois, vous avez une surtension qui est lancée, donc qui va avoir pour but de détruire toutes les puces NAND du circuit, donc du SSD, les puces NAND du SSD. Et donc, vous avez une fumée donc, qui vous montre que tout a été supprimé. Et ce qui est joli, c'est que vous avez trois, trois images enfin, trois icônes de fichiers donc, sur le SSD. Et donc, quand vous êtes en train d'appuyer donc, sur le bouton d'effacement, vous voyez les icônes une par une se mettre à clignoter. Donc, c'est joli. Et donc, la cible de ce type de produit, bah, forcément, on parle des secteurs militaires, industriels, mais également quiconque voudrait manipuler de la donnée sensible ou critique et voudrait utiliser ce type de stockage. Et donc, vous avez mis les specs techniques, donc des interfaces PCIe Gen 4x4, protocole NVMe 1.4, un taux d'écriture et de lecture assez intéressant. Vous avez plusieurs modèles, donc celui à 256 Go, 112, 1 Tera ou 2 Tera. Et ils vous promettent aussi une stabilité en termes de température, donc allant jusqu'à 105 degrés. Donc, c'est pareil, ce qui est assez intéressant. Et donc, ils ont obtenu le lauréat de 2025 Computex Best Choice Award donc dans la catégorie Cyber Security. Donc, voilà pour les gros événements donc, qui intéressent le flux de données et autres. On va parler un peu business et politique. Donc, on va commencer par un sujet un peu controversé donc au niveau des CGU de WeTransfer. Donc, vous avez dû, si vous êtes sur LinkedIn, voir beaucoup de posts donc en juin. Euh, ouais, c'est ça, juin. Donc, WeTransfer qui vous prévient qu'il va y avoir une mise à jour de leur CGU. Et donc, que l'intérêt ici, c'est de
de vous prévenir que globalement, tout le contenu que vous partagez va servir à entraîner ces modèles d'apprentissage automatique. Donc, s'il y avait pas mal d'indignation, mais également ouais, des peurs, il y a eu des appels au boycott donc pour demander l'arrêt de ce type d'outils. Et donc, une entrée en vigueur qui était prévue, du coup, le 8 août, sachant qu'en juillet, il y a une rétractation pardon, de WeTransfer qui a du coup publié une nouvelle version des CGU et qui a du coup fait une mention explicite, enfin qui a du coup supprimé pardon, la mention du coup explicite à l'entraînement du coup de ces modèles d'apprentissage. Donc pour montrer du coup qu'ils avaient écouté leur public, leurs utilisateurs et qu'ils n'allaient du coup qu'ils allaient s'engager à ne pas utiliser vos contenus pour ces modèles d'apprentissage et également vous rappeler qu'ils ne vendent pas ni ne partagent pas non plus vos données à des tiers. Ensuite, j'hésitais à le mettre dans vie privée ou à le mettre un peu dans divers ou troll, parce que ça paraît fou. Mais il a été du coup montré que enfin, c'était une fonctionnalité que vous pourriez retrouver des conversions de ChatGPT donc référencées gentiment par Google. Donc en été 2025, il y a une option justement qui sort côté ChatGPT qui permet aux utilisateurs de partager une conversation via un lien public. Donc a priori, ce qui semble être une bonne idée, selon l'usage que vous faites de vos LLM. Et donc bien préciser que c'était une option donc, en phase expérimentale. Et donc comment ça se passe? Vous avez une case à cocher pour rendre du coup la conversation indexable pour les moteurs de recherche, sachant que là, on parle quand même du partage d'une conversation. On se retrouve à indexer la conversation sur un moteur de recherche. Donc, a priori, les deux options semblent un peu décorrélées. Mais le gros problème, forcément, c'est que les utilisateurs ne se sont pas forcément rendus compte de l'impact qu'allait avoir le référencement de leur conversation sur Google. Et donc, on s'est retrouvé avec des milliers de conversations avec du contenu plus ou moins sensible. Donc, quand je dis du contenu sensible, on parle donc conseil relationnel, de sollicitation santé, des candidatures, euh, des données techniques, etc. Donc, ils se sont retrouvés gentiment référencés, indexés. Et donc, ChatGPT, enfin, OpenAI, a fait un retour en arrière et a supprimé du coup, cette fonctionnalité le 31 juillet. Et du coup, OpenAI engage des actions pour faire retirer progressivement les contenus qui ont été indexés par Google, donc pour essayer de réparer ce gros sujet. Même si a priori, c'est pas la case à cocher était relativement claire, euh, mais, euh, mais adressée à des personnes qui ne comprennent pas forcément les répercussions que ça peut avoir. Ensuite, Businessment, donc un potentiel rachat donc de Mistral AI et de Perplexity derrière, donc par Apple. Donc ça reste encore des rumeurs, il n'y a rien de clair. Donc sachant que le dernier grand deal donc d'Apple remonte à celui de Beats en 2014, donc, qui a été racheté pour la maudite somme de 3 milliards de dollars. Et donc c'est des rumeurs donc, par Reuters, donc justement sur le rachat de ces deux sociétés. Donc l'intérêt de racheter ces deux solutions, bah, ce serait de renforcer Siri et Apple Intelligence. Et du coup, une volonté d'Apple de rattraper son retard en termes de modèle d'apprentissage, donc par rapport à ses concurrents, Google et OpenAI, pour ne citer qu'eux. Et donc forcément, du coup, indirectement, ils dépendent moins de ses concurrents et si même leurs collaborateurs utilisent ce type de solution, bah, les détourner vers leur propre solution, ce qui paraît cohérent au vu de leurs moyens. Donc le coût estimé, forcément, bah, plusieurs milliards de dollars. Donc la valorisation de Mistral aujourd'hui, elle est à 6 milliards et Perplexity, elle est à 14 milliards.
20 milliards versus les 3 milliards, ancien plus gros deal d'Apple, je le rappelle. Donc, il y a des positions donc, internes chez Apple qui sont un peu. En fait, tout le monde n'est pas réellement d'accord. Il y a Edith Q, donc le SVP Services, donc le responsable des services iCloud, etc., qui lui envisage l'acquisition et qui serait pour du coup l'acquisition. Et en face, on a Craig Federici, pas dû prononcer son nom par peur de dire n'importe quoi, le SVP Software Engineering. Donc là, c'est le responsable des OS, par exemple, côté Apple, donc qui lui préférait du coup plutôt favorable à un développement interne de ce type de solution. Forcément, il a la vue software et donc il est plutôt intéressé par ce type de projet, euh, sachant que forcément, si l'enjeu c'est de faire une alternative à ChatGPT, par exemple, ou à Claude, ou à Mistral, ou je ne sais quoi, euh, forcément, ça demande pas mal d'années de développement, même pour une société comme Apple. Euh, et donc, peut-être qu'il serait discuter d'avoir, au lieu d'un rachat, de juste penser à un partenariat avec ce qui serait du coup un petit peu plus réaliste à court terme. Alors, toujours dans la volonté de Microsoft d'avoir plus d'informations sur vos données pro, vos données perso ou même vos données tout simplement, l'alternative, enfin, la solution qu'ils vont mettre en place pour les prochains documents Word que vous allez créer, c'est le online par défaut. Voilà, ils vont sauvegarder directement vos fichiers dans OneDrive sans vous poser la question automatiquement. Il sera toujours possible de sélectionner un emplacement de stockage en local. Mais par défaut, si vous ouvrez un document, vous l'écrivez et vous faites un CTRL S, il sera enregistré dans votre OneDrive et sur les serveurs de Microsoft. Et c'est une fonctionnalité qui sera aussi mise en place sur Excel et PowerPoint dans l'année à venir. Point intéressant sur ceux qui utilisent VirtualBox. Donc, l'update de la licence du pack d'extension de VirtualBox. Donc, ils ont mis à jour leurs conditions d'utilisation pour le pack d'extension. Avec un renforcement sur l'utilisation uniquement personnelle de ce pack. Leur but, c'est de pouvoir justifier le fait de pouvoir faire un audit chez des utilisateurs de leur solution, afin de vérifier que le pack d'extension n'est pas utilisé à des fins professionnelles, notamment. Et du coup, ce serait voilà, une action pour pouvoir vous auditer si vous l'utilisez. À côté un petit peu plus droit, on trouve du coup un développeur Java, donc Monsieur Davis Lu, 55 ans, donc développeur depuis 2007 pardon, Shinton, donc une société américaine, donc qui du coup a été rétrogradée en 2018, donc ça peut avoir son importance par rapport à ce qu'il a fait. Donc qui a été condamné à 4 ans de prison. Pourquoi? Parce que il sentait que qu'il allait potentiellement se faire virer, que c'était une possibilité. Donc, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais le fait qu'il a été rétrogradé, ça vient d'une restructuration interne, ok, comme à chaque fois. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour pallier, pour anticiper son départ imminent? Il a implémenté en fait un script Java, donc au niveau des serveurs, qui, euh, qui a un peu joué le rôle de kill switch. Donc l'intérêt ici, c'était que si son compte Active Directory venait à être désactivé, donc immédiatement, le script s'enclenchait. Et donc l'intérêt, c'était de verrouiller tous les comptes, euh, tous les comptes utilisateurs sur l'Active Directory. Et donc, en verrouillant ces comptes, forcément, d'arrêter de faire fonctionner, de paralyser le réseau et donc de bloquer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que des milliers de collaborateurs se sont retrouvés bloqués avec l'incapacité de pouvoir rejoindre le domaine, donc les serveurs qui sont derrière. Et donc ça s'est passé le 9 septembre 2019. Parce que vous l'aurez compris, c'est le jour de son licenciement et donc c'est le jour où son compte a été désactivé et donc le jour où l'implant Java s'est exécuté.
Donc, il a été reconnu coupable en mai 2025. Donc, ouais, voilà, donc 4 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Et donc, ce qui lui a été reproché, donc, c'est une malveillance interne. Ensuite, donc le CNU, le Conseil national du numérique, parce que si je le pense autrement, ça va être compliqué. Donc, qui a changé donc d'intitulé, qui est devenu donc le Conseil de l'IA et du numérique. Donc, le Conseil du numérique, donc de base, était chargé donc de la transition vers le numérique. Donc, aujourd'hui, son intérêt, c'est de coupler la transition du numérique à celle de l'IA pour rester à jour sur les avancées de notre ère, entre guillemets. Et donc, c'est une annonce qui a été faite par la ministre déléguée, donc Clara Chapaz. Donc, la transformation ayant été officialisée le 17 juin 2025 donc, sur le site de la DGE. Donc, les objectifs clairs à identifier, définir une stratégie claire pour le numérique et surtout l'IA en France, et de tenir compte forcément de tous les enjeux qui sont à côté. Et ça, c'est l'objectif un peu partout. Donc, que ce soit les enjeux sociétaux, géopolitiques ou numériques. Donc, le Conseil est composé de 14 personnalités qualifiées et des parlementaires, donc, qui travaillent forcément avec des groupes de travail thématiques et des experts donc, sur les différents sujets, donc aussi bien du numérique que de l'IA. Et donc, pour ce conseil, on a deux coprésidents. On a Anne Bouvreau et Guillaume Poupard, euh, donc, que vous connaissez sûrement. Donc, Guillaume Poupard, ex-Anti. Côté opération internationale, on n'a qu'une. On a l'opération Serengeti, donc, qui a entraîné l'arrestation de 1209 cybercriminels. Donc, vous avez les chiffres en haut à droite. Donc, on a donc associé malheureusement à cette opération, on a donc une identification de 87 858 victimes, donc des messages échangés, donc on parle de 5000 messages, une valeur monétaire récupérée, 97 millions de dollars, l'arrêt de pas mal de services. Bon, je vous laisse lire les chiffres parce que je suis un peu loin, je ne vois pas très bien. Donc l'opération a duré 3 mois, donc entre juin et août cette année. Donc en acteur, forcément, on retrouve Interpol, donc, qui a coordonné 18 pays africains et le Royaume-Uni dans cette opération. Donc, le but initial était de lutter contre les crimes graves. Donc, quand on parle de crimes graves, on parle de ransomware, escroquerie en ligne et BEC. Il y a eu quelques faits marquants donc, que je vous ai identifiés. Donc, on a en Angola le démantèlement de 25 centres de minage de crypto-monnaies. En Zambie, le démantèlement d'une énorme fraude en ligne à investissement crypto. Et en Côte d'Ivoire, la destruction d'une escroquerie à l'héritage initiée depuis l'Allemagne. Pour la conférence, conférence passée, Black Hat aux États-Unis, DEFCON, Barbac, et à venir, français, Canal Recipe, Wine Rump, Les Assises, Hexacon et le FIC au Canada. Point divers et trolls. Donc le premier point, donc assez intéressant, donc on se tourne autour du test de Turing. C'est basé donc, sur une étude qui est sortie en mai 2025. Donc, je vous ai mis le lien donc, arxiv.org où vous pouvez suivre l'intitulé exact de l'étude. Même si je vais vous en faire un petit résumé. Donc, comment s'est passé le test? Donc, ici, l'intérêt, le test de Turing, si vous ne connaissez pas, le but, c'est de voir si, dans notre cas, un LLM arrive à se faire passer pour un humain. Donc, en compétition, on a eu ELISA, GPT-4 donc sur le modèle GPT sur le modèle 4O, Llama donc à 405 milliards de paramètres et GPT sur son modèle 4.5.
Donc ici, l'intérêt, c'était de faire converser des participants donc avec ces modèles et simultanément avec un autre humain, enfin avec un humain. Donc le participant parlait avec un humain et en même temps parlait avec un modèle aléatoire, donc pendant 5 minutes. Et donc le but pour eux, c'est de déterminer lequel était humain. Donc, est-ce que c'est le réel humain ou est-ce que c'est le modèle? Donc sachant que sur les participants, forcément, on avait des participants qui venaient de populations indépendantes. Et donc, à chaque fois, les tests sont randomisés, contrôlés, préenregistrés. Donc, le but, en fait, c'est une étude. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de bien tout enregistrer, faire les choses dans les règles de l'art pour en tirer les résultats les plus réalistes possibles. Et donc, ça s'est passé sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Euh, donc, si ça vous intéresse de le savoir. Et donc, j'ai même mis une vidéo qui vous explique très bien l'étude en question. Et donc, où est l'intérêt? Donc, voir qui est humain. Et donc, si on se concentre au niveau des résultats, donc GPT 4.5 a été identifié comme humain 73% du temps. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même assez fou. Ça veut dire que 73% du temps, on trouvait que GPT 4.5 était plus humain que le vrai humain. Yama, donc deuxième position, mais qui reste avec un score assez correct quand même. On est sur du 56%. Et GPT 4.0 et Elisa, donc avec un taux bien en dessous du hasard. C'est important de le noter. Donc respectivement 21% et 23%, ce qui reste OK quand même, même si on peut dire qu'ils ont perdu, qu'ils ne sont pas remplis les conditions pour passer le test de Turing, mais pour GPT 4.5 et pour GPT 4.5 surtout, parce que pour Yama, on pourrait se rapprocher d'une chance sur deux, mais pour GPT 4.5, ouais, c'est que ça reste quand même assez fou. Donc on peut dire que les LLM ont gagné et ont passé le test de Turing avec succès. Ensuite, on se concentre au niveau donc, d'une fonctionnalité qui était proposée par Tor Browser, donc le navigateur qui permet donc de naviguer et de joindre les nœuds Tor. Et donc l'option particulière, c'est l'OS spoofing. Donc c'est une fonctionnalité qui était proposée par un navigateur qui masquait votre système d'exploitation. Donc ça se fait au niveau du user agent que vous communiquez dans les entêtes HTTP. L'objectif, forcément, de renforcer votre anonymity set, donc s'assurer que vous êtes anonyme sur le réseau, pardon. Et donc, cette fonctionnalité a été supprimée. Malheureusement, on est un peu contre cet objectif d'anonymity set et facilite le fingerprinting, ce qu'on veut peut-être potentiellement éviter quand on utilise des applications type Tor Browser. Mais ce n'est pas là qui est le réel problème. Le réel problème, c'est que Tor Project en mai a sorti un bulletin dans lequel ils ont déclaré que l'OS spoofing n'avait jamais disparu, alors que quand on se concentre et qu'on lit un peu les docs des développeurs et les discussions qui sont créées sur le GitLab du projet, on peut voir que la confirmation est bien confirmée. Et donc, pourquoi Tor Project démonte l'inverse? Donc, des accusations de gaz Lightning, et donc des raisons possibles. Je mettrai un S, parce qu'il y en a quatre. Que c'était éventuellement trop coûteux pour eux donc, de patcher Firefox ESR, donc, sur lequel se base Tor Browser. Donc à chaque fois que Firefox ESR obtient des nouvelles features, il faut s'assurer que ça reste cohérent avec ce qui vous est proposé par la surcouche fournie par Tor Browser. D'éventuels problèmes de compatibilité avec certains sites. Après, le fait aussi, le but en fait de parler d'Anonymity 7, c'est en fait de s'assurer qu'il y ait une sorte d'homogénéité entre tous les utilisateurs. Donc c'est pour ça que par exemple dans les user agents, avant vous aviez
un même user agent pour chacune des machines. Donc justement, certains sites peuvent le détecter et se dire, OK, bah, je peux dire que ce client est en train d'utiliser ton browser. Et donc peut-être aussi une hypothèse qui est un petit peu plus controversée, qui dirait qu'il y a eu des pressions d'agences US et surtout des financeurs euh, qui, euh, qui auraient voulu justement retirer ça pour derrière faciliter le fingerprinting, ce qui peut-être indirectement facilite la vie. Donc, au quatrième point, c'est la volonté de simplifier l'année de PT7, qui aujourd'hui est peut-être difficilement gérable. Nouveau record de vitesse Internet qui a été réalisé par le Japon, donc un débit de 1,02 pétabits par seconde sur une distance de plus de 1808 km. Alors, bon, certains sont peut-être courants que juste si on regarde simplement le débit, ça a déjà été dépassé depuis longtemps, mais pas sur une distance aussi élevée. Le type de fibre utilisé, c'est plus de 19 cœurs optiques avec un diamètre de gaine simplement standard. Il y avait une étude qui avait été faite en 2013 pardon, sur la taille de Netflix qui était de 3,14 pétaoctets. Donc, ça indiquait que typiquement, il faudrait environ 25 secondes pour tout le télécharger. Bon, alors maintenant, en 2025, en supposant que la taille de Netflix aurait juste presque doublé, on va dire, ou même doublé carrément, eh ben, il faudrait toujours moins d'une minute pour tout télécharger. Donc, bravo. Piratage de Thermomix. Donc, alors, mise en lumière de la vulnérabilité générale des équipements connectés. Hein. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas de répéter et que, notamment, bah, le travail réalisé par l'équipe de Synactive, ils l'ont bien répété à chaque fois, c'est que les équipements connectés du quotidien, donc tout ce qui est domotique, on sait que c'est vulnérable, mais il faut essayer d'y penser. Le problème était dans une mauvaise méthode de chiffrement qui était définie et qui permettait de tromper, notamment d'upgrade l'équipement. Et à partir de là, on pouvait facilement exécuter du code arbitraire sur une autre vulnérabilité, par exemple en faire un code accès et pouvoir scanner les équipements connectés sur le réseau. La version vulnérable était à 2.14 et il y a une respect bravo pour l'équipe de Vorwerk qui est responsable de la création des Thermomix sur du coup la transparence du rapport et la considération du problème et qui ont déjà essayé de régler le problème. News sur Notepad++. Alors, pour rappel, il y avait une vulnérabilité critique qui avait été détectée en juin, qui avait été patchée. Là où il y a eu un petit tox, c'est qu'ensuite, après ce patch, ce Notepad++ était remonté par de nombreux antivirus comme étant un virus tout simplement. La raison, c'est que c'est l'expiration du certificat de signature de code de Notepad++, qui était valide jusqu'à mai 2025. Le renouvellement a échoué parce qu'il ne respectait pas les critères de validation et le rejet du nom, donc on appelle plus. La solution qui a été trouvée, c'était d'essayer de ne plus faire valider leur certificat, enfin leur code, plus exactement. Et ils ont estimé qu'ils allaient mettre en place une gestion de la chaîne de certificats en interne. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que bah, tous les utilisateurs et les administrateurs IT qui veulent avoir Notepad++ sur leur poste, ils devront installer manuellement le certificat racine de Notepad++. Encore un record battu aussi pour Cloudflare. Donc, leur précédent record de blocage exactement d'un DDoS avec un pic de 11,5 terabits par seconde. Donc, j'ai présenté justement en juillet le précédent record qui était déjà de leur côté avec un blocage de 7,3 terabits par seconde. Donc là, presque le double. Et donc, qu'est-ce que ça correspond? Donc, il faut savoir, c'est que 11,5 terabits par seconde, c'est l'équivalent de 360 000 musiques téléchargées en une seconde, ou alors 1400 films en une seconde. Donc, ensuite, donc, toujours côté Cloudflare, une émission de certificat DNS suspect donc pour son DNS. Vous savez sûrement que là, un point, un point, un point, c'est un des résolveurs DNS publics les plus utilisés au monde. Et donc, vous avez la possibilité de soit d'utiliser d'utiliser ce résolver en tant que DNS traditionnel, donc sur son port 53 en UDP, ou sinon de faire transiter vos requêtes DNS
over HTTPS donc pour profiter de la surcouche TLS et donc de profiter du chiffrement. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est une entreprise croate qui s'appelle FINA, donc a émis en 2025 donc trois certificats. Donc pourquoi elle a été capable d'émettre ces certificats? Parce que FINA RDC 2020, c'est une autorité voilà, de racine donc reconnue de confiance par Microsoft. Et donc, euh, ce qui était possible pour eux, du coup, le fait d'avoir émis ces certificats, c'est être capable de faire ce qu'on appelle l'adversary in the middle, et donc de pouvoir, du coup, euh, déchiffrer le trafic sécurisé et de voir en clair, du coup, tout ce qui se transite, la possibilité de même de modifier, déjà de consulter les requêtes DNS et de pouvoir les modifier sans relevé d'alerte. Et donc, c'est des gros enjeux, surtout que personne enfin, n'a validé, si, parce que c'est une autorité, c'est un signe de confiance, mais personne ne leur a demandé du coup d'émettre ces certificats. Ce qui est important de noter, du coup, c'est ce qui est considéré comme un échec pour le Certificate Transparency, donc qui est justement conçu pour détecter et signaler rapidement des émissions frauduleuses. Donc là, ça n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de savoir le réel but donc de ces émissions de certificats. Est-ce que la société a été compromise? Est-ce que, enfin, on ne sait pas trop comment ça s'est passé et quel était le but derrière. Mais aujourd'hui, ça a un réel impact. Donc, surtout pour du coup, les machines Windows, parce que du coup, les certificats sont évalués comme étant de confiance pour toutes les machines Windows. Sachant qu'il y a une confirmation donc, de Google, de Mozilla et d'Apple, comme quoi l'autorité était absente de leur liste. Donc, ce qui est plutôt rassurant et réduit le scope aux machines Windows, même si le scope reste évidemment assez important. Et dernier point, donc, vous inquiétez pas, on a passé beaucoup de temps, mais c'est la dernière. Donc, une fausse alerte Google. Donc, vous avez peut-être entendu une rumeur comme quoi il était important de modifier son mot de passe Gmail parce que, il y a eu une fuite de données de 2,5 milliards donc, de comptes Gmail. Ben, en fait, c'est faux. Il n'y a pas eu de fuite de données à proprement parler. Du moins, les 2,5 milliards d'informations, d'enregistrements ne sont pas issus d'un seul et même leak. Ici, on parle en fait d'un agrégat de plusieurs fuites de données donc, qui ont été réalisées au cours des années, ce qu'on appelle du coup le credential stuffing. Et donc, Google, en même temps, a confirmé qu'il n'y avait aucune faille de sécurité liée à Gmail et Google Workspace qui ont été exploitées et a même profité forcément pour rappeler que ces défenses bloquent plus de 99,9% des phishing et des logiciels malveillants. Bon, c'est de le dire. Et donc voilà. Donc ça, c'était le dernier point. Donc prochain rendez-vous mardi 14 octobre. Donc, comme d'habitude, vous avez les liens et les QR codes pour accéder au replay et au support, donc, y compris ce support, après plusieurs corrections, vu que j'ai vu encore quelques coquilles. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions. Et